Il y a une scène que beaucoup de femmes connaissent trop bien, même si elles ne l'ont jamais décrite à voix haute. C'est le soir, assez tard. Elle attend. Pas debout devant la porte, non. Elle attend comme on attend quelque chose qu'on n'avoue pas vraiment attendre. Un message, un geste, un signe que l'autre pense encore à elle. Et pendant ce temps-là, lui, il est là, dans la même pièce, ou ailleurs, et il ne semble pas traversé par la même attente. Il ne souffre pas de ce silence. Il ne cherche pas ce regard. Elle, si. Ce qui est étrange dans cette scène, c'est qu'elle donne souvent tout. Elle écoute, elle soutient, elle s'adapte. Elle est présente avec une régularité que peu de gens sont capables d'offrir. Et pourtant, plus elle donne, plus quelque chose semble se diluer entre eux. Comme si son dévouement, au lieu de le rapprocher, creusait doucement un espace qu'elle ne comprend pas. Comme si la générosité elle-même contenait une fissure qu'elle n'a pas vue. Ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas non plus une question de ne pas être assez bien. C'est quelque chose de plus profond, de moins visible, qui opère dans les couches silencieuses de ce que deux personnes se font ressentir sans jamais se le dire. Et c'est exactement là que tout se joue. Il existe une vérité sur l'amour que personne ne formule clairement, une vérité un peu inconfortable à entendre, mais qui libère ceux qui la comprennent vraiment. Ce n'est pas la présence constante qui crée l'attachement, ce n'est pas la disponibilité permanente qui génère le respect. Et ce n'est pas non plus le fait de tout donner sans compter qui garantit d'être choisi, vraiment choisi, profondément et durablement. En fait, il se passe quelque chose de presque contre-intuitif dans la psychologie des relations. Plus une personne est perçue comme systématiquement disponible, plus l'autre cesse, sans même s'en rendre compte, de percevoir cette disponibilité comme un cadeau. Elle devient une évidence. Et ce qui est évident ne génère plus ni désir, ni reconnaissance, ni effort. Cela ne veut pas dire que l'amour n'est plus là. Cela veut dire que quelque chose dans la mécanique profonde de la relation a changé de nature. Il y a une femme dont je veux te parler. Elle s'appelait Maribel. Elle avait passé plus de 12 ans avec l'homme qu'elle aimait, Ricardo. Ils avaient construit une vie ensemble. 2 enfants, une maison, une routine. Aux yeux de ceux qui les entouraient, tout semblait solide. Maribel était l'épouse que beaucoup auraient voulu être, aimante, stable, patiente, celle qui tenait la maison et les émotions de la famille à bout de bras sans jamais vraiment se plaindre. Quand Ricardo rentrait épuisé et qu'il ne voulait pas parler, elle ne posait pas de questions. Quand il était d'humeur sombre, elle s'effaçait pour ne pas aggraver sa journée. Quand il sortait le week-end et rentrait tard, elle l'accueillait avec son plat préféré et un sourire. Elle était toujours là, toujours compréhensive, toujours prête à absorber ce que l'autre ne pouvait pas porter ce soir-là, même quand son propre cœur portait des choses qu'elle ne montrait à personne. Maribel pensait que c'était ça, aimer, que c'était même la forme la plus pure de l'amour, celle qui ne demande rien en retour, qui s'ajuste, qui supporte, qui reste. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que cette forme d'amour avait progressivement redessiné la manière dont Ricardo l'apercevait. Pas de façon cruelle ou intentionnelle de sa part, juste un glissement lent, presque imperceptible, comme l'eau qui finit par modifier la roche à force de passer toujours au même endroit. Avec le temps, Ricardo avait cessé de la regarder comme une femme qui l'émerveillait. Il avait cessé de prendre sa main pendant les promenades. Il ne la serrait plus contre lui avant de dormir. Son regard sur elle était devenu neutre, pas hostile, juste neutre. Comme si elle avait perdu quelque chose d'essentiel sans qu'il puisse nommer quoi. Et Maribel, face à ce retrait progressif, avait fait ce que font naturellement les personnes qui ont peur de perdre quelqu'un. Elle avait donné encore plus. Elle lui envoyait des messages tendres pendant la journée. Elle cachait des mots doux dans ses affaires. Elle cherchait toutes les occasions de lui montrer à quel point elle était là pour lui. Et chaque geste supplémentaire qu'elle faisait avait l'effet inverse de ce qu'elle espérait. Plus elle s'exposait, plus il devenait distant. Pas méchant, pas absent. Juste froid d'une façon qu'elle ne savait pas comment nommer. Un jour, lors d'une séance de thérapie de couple sur laquelle Maribel avait insisté seule depuis des mois, Ricardo a dit quelque chose qui lui a traversé le cœur comme une lame. Il n'avait pas l'air cruel en le disant. Il avait l'air presque perdu lui-même. Il a dit « Je ne sais pas comment expliquer. Je sens qu'elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Je ne la ressens plus vraiment comme une femme. Elle est juste là. » Cette phrase contient quelque chose que beaucoup de femmes ont ressenti sans pouvoir le formuler, quelque chose d'inversé et d'injuste en apparence. Mais si on prend le temps de s'arrêter dessus vraiment, quelque chose commence à prendre sens. Ce que Ricardo décrivait, ce n'était pas un manque d'amour, c'était la disparition d'un espace, de ce petit espace entre deux,
Il y a une idée que le psychanalyste Carl Gustav Jung a explorée dans ses écrits sur les dynamiques relationnelles et sur ce qu'il appelait l'ombre psychologique. Selon Jung, quand une personne se rend inconditionnellement disponible pour une autre, ce geste, aussi sincère qu'il soit en apparence, porte souvent en lui quelque chose de plus personnel, quelque chose qui appartient à l'histoire intime de celui ou celle qui le fait. La disponibilité excessive n'est pas seulement de l'amour, elle peut aussi être la projection d'une peur ancienne, la peur d'être abandonné, de ne pas être assez, de perdre ce qui donne un sens à sa propre existence. Cette distinction est cruciale, parce qu'une chose est de choisir d'être présent pour quelqu'un depuis un endroit de plénitude, depuis la richesse de ce qu'on a à offrir, et une autre chose est d'être disponible depuis un endroit de manque, depuis la peur que si on cesse d'être là, l'autre disparaîtra. Ces deux présences se ressemblent de l'extérieur, mais elles émettent deux énergies totalement différentes, et l'inconscient de l'autre, lui, ne s'y trompe pas. Jung parlait de ce qu'il appelait le processus d'individuation, cette traversée intérieure par laquelle une personne intègre ses parts cachées, ses peurs refoulées, ses besoins non reconnus pour devenir vraiment elle-même. Une femme qui n'a pas accompli cette traversée a tendance à chercher, dans la relation, ce qu'elle n'a pas encore trouvé en elle-même. Elle attend de l'autre qu'il la rassure, qu'il confirme sa valeur, qu'il prouve par sa présence qu'elle est aimable. Et pour maintenir cette confirmation vivante, elle se rend indispensable. Elle donne sans compter. Elle reste sans condition. Le problème, c'est que cette stratégie inconsciente produit exactement l'effet contraire de ce qu'elle cherche. Plus elle donne pour être aimée, moins elle est désirée. Plus elle reste sans condition, moins elle est respectée. Ce n'est pas parce que l'autre est ingrat ou mauvais. C'est parce que la psychologie humaine fonctionne avec une logique qui ressemble à celle de l'économie. Ce qui est abondant, ce qui est toujours accessible, ce qui ne nécessite aucun effort pour être obtenu, finit inévitablement par perdre de sa valeur perçue. Ce n'est pas une théorie froide. C'est quelque chose que presque tout le monde a vécu d'une façon ou d'une autre. On pense au restaurant dans lequel on allait rarement et qui semblait toujours extraordinaire. On pense à l'ami qu'on voyait peu et dont la compagnie était précieuse. On pense aux moments de calme, de solitude, de silence qu'on ne voulait jamais voir finir justement parce qu'ils étaient rares. La rareté crée la valeur. Pas de façon artificielle, pas de façon manipulatrice, mais de façon profondément naturelle. Après cette séance de thérapie, Maribel a fait quelque chose de difficile. Elle a arrêté de donner par peur. Elle a commencé à se demander ce qu'elle voulait, elle, vraiment. Elle avait mis en veille depuis des années une passion qu'elle avait pour la pâtisserie. Elle s'était souvent dit qu'elle manquait de temps, que Ricardo avait besoin d'elle le soir, que les enfants passaient en premier. Elle a commencé à cuisiner à nouveau. Pas pour lui, pas pour la famille, pour elle. Et elle a commencé à vendre ses gâteaux à des gens qui les commandaient, ce qui lui a donné quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment d'exister pour quelque chose qui lui appartenait. Elle a commencé à aller se coucher quand elle était fatiguée, sans attendre Ricardo. Elle a appris, doucement, à ne pas répondre immédiatement à tous ses messages quand elle était occupée. Elle a dit non, avec gentillesse mais avec clarté, quand elle avait besoin de récupérer. Et quelque chose a changé dans la façon dont Ricardo la regardait. Il ne l'ignorait plus. Il se demandait ce qu'elle faisait. Il lui posait des questions sur ses commandes, sur ses projets. Un soir, il l'a vue concentrée sur la décoration d'un gâteau, absorbée, sereine, vivante d'une façon qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. Il s'est approché d'elle et l'a embrassée dans le cou, un geste simple, mais un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ce qui s'était passé n'était pas le résultat d'un calcul ou d'un jeu. Maribel n'avait pas décidé de punir Ricardo ou de lui donner une leçon. Elle avait simplement, pour la première fois depuis longtemps, cessé de s'effacer. Elle avait recommencé à exister en dehors de lui. Et en faisant cela, elle était redevenue quelqu'un qu'on pouvait désirer, justement parce qu'elle n'était plus simplement disponible. Elle était présente, et cette présence avait une texture, une profondeur, une vie propre. Il y a quelque chose que cette histoire révèle, et qui est peut-être la chose la plus importante à comprendre sur le désir et le respect dans une relation. Ce n'est pas la distance froide qui crée l'attraction. Ce n'est pas l'indifférence calculée qui génère le respect. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil et de plus vrai. C'est la présence sélective. La femme qui ne se donne pas à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. La femme dont la présence signifie quelque chose parce qu'elle n'est pas acquise d'avance. Quand un homme perçoit que ta disponibilité émotionnelle est quelque chose qu'il doit cultiver,
quelque chose qui peut se retirer si le respect n'est pas là, quelque chose qui appartient à une femme qui se respecte suffisamment pour ne pas le brader. Quelque chose s'éveille en lui, un instinct ancien, profond, qui n'a rien de calculateur lui non plus. L'instinct de valeur, l'instinct qui reconnaît ce qui mérite d'être préservé. Mais quand il sent que tu seras toujours là quoi qu'il arrive, quand ta présence n'est plus liée à un échange, à une réciprocité, à un effort minimum de sa part, cet instinct s'endort. Et avec lui, quelque chose du désir et du respect s'endort aussi. La vérité un peu difficile à entendre, c'est que l'amour véritable ne prospère pas dans le déséquilibre. Il ne s'épanouit pas quand une seule personne fait tout le travail émotionnel. Ce n'est pas une question de comptabilité affective, de qui donne quoi et en quelle quantité. C'est une question d'équilibre vivant, de deux personnes qui contribuent, qui font des efforts l'une pour l'autre, qui se choisissent activement. Quand ce mouvement n'existe que d'un seul côté, l'autre ne grandit pas dans la relation, il stagne. Et dans cette stagnation, quelque chose de précieux finit par s'éteindre doucement, sans bruit, sans même qu'on sache exactement quand ça a commencé. Être toujours disponible, c'est sans doute l'une des erreurs les plus sincères qu'une femme puisse faire dans une relation. Sincère parce qu'elle vient d'un vrai désir d'aimer, mais une erreur quand même, parce qu'elle ignore comment fonctionne réellement la psychologie du respect et du désir. Ce n'est pas ta présence constante qui le rapproche de toi, c'est ton existence propre, entière, indépendante, ta vie qui te dépasse et qui ne tourne pas entièrement autour de lui, qui lui donne envie de rester dans ce monde que tu habites. Ce que Maribel a appris, et ce que beaucoup de femmes découvrent souvent trop tard, c'est qu'on ne se rend pas plus aimable en s'effaçant, on se rend invisible. Et un homme peut ne pas remarquer ce qu'il a perdu tant que cette femme-là, celle qu'il ne regardait plus vraiment, n'est pas redevenue quelqu'un d'entier, quelqu'un qui se choisit elle-même en premier. Réduire sa disponibilité émotionnelle n'est pas un acte de froideur, ce n'est pas une stratégie, c'est un retour à soi. C'est comprendre que ton énergie, ton attention, ta présence, ta chaleur, tout cela a une valeur réelle, et cette valeur mérite d'être reconnue, cultivée, méritée. Non pas parce que tu es dure ou distante, mais parce que tu t'estimes suffisamment pour ne pas donner ton âme à celui qui ne fait pas l'effort de la recevoir. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur la mécanique profonde du désir masculin. Ce n'est pas l'accès garanti qui crée l'attachement, c'est l'espace, la légère incertitude, le fait de devoir faire un pas vers l'autre pour s'assurer qu'il est encore là. Pas l'insécurité anxiogène, pas l'ambiguïté cruelle, juste cet espace naturel entre deux personnes qui ont chacune une vie, une intériorité, une présence qui leur appartient avant d'appartenir à l'autre. Quand Maribel est devenue la femme qui possède son propre monde, qui ne le partage qu'avec celui qui sait l'apprécier, elle n'est pas devenue froide. Elle est devenue précieuse. Et la différence entre les deux est immense. L'une repousse, l'autre magnétise. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond à explorer. Quelque chose qui se joue dans des couches de la psychologie que la plupart des gens ne voient jamais, même quand ils en sont les acteurs. Jung avait une façon de parler des forces invisibles qui gouvernent nos comportements dans les relations. Il les appelait les archétypes, des figures universelles, des modèles psychiques que l'être humain reconnaît de façon instinctive, presque animale, sans même passer par la pensée consciente. Parmi ces archétypes, il y en a deux qui jouent un rôle central dans la dynamique du désir et du respect entre un homme et une femme. Et la plupart du temps, les femmes qui se retrouvent dans la position de tout donner sans rien recevoir en retour se retrouvent là parce qu'elles ont glissé vers l'un de ces archétypes sans s'en apercevoir. Je veux te raconter l'histoire de Lina. Elle avait 28 ans quand elle est arrivée pour la première fois, les larmes aux yeux, avec cette phrase que beaucoup auraient pu reconnaître dans leur propre bouche si elles avaient eu l'occasion de la formuler. « Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Je suis gentille. Je suis là pour lui. Je l'écoute. Je le soutiens. Et à la fin, il me quitte toujours en me disant que je suis trop bien pour eux ou qu'ils ne ressentent plus la même chose. » Lina fréquentait depuis plusieurs mois un homme de son cercle d'amis, David. Dès les premières semaines, elle avait décidé d'être la lumière dans sa vie. Elle l'écoutait pendant des heures quand il parlait de ses frustrations au travail. Elle était disponible à 3 heures du matin s'il ne dormait. Elle pensait construire quelque chose. Elle pensait que tout ce qu'elle mettait dans cette relation allait s'accumuler comme une richesse partagée, que David allait finir par ressentir le poids de tout ce soin et lui revenir avec la même intensité. Ce qu'elle construisait en réalité, c'était quelque chose d'assez différent, une zone de confort absolu, un espace où David n'avait jamais à se demander si elle serait là, jamais à craindre de la perdre,
jamais à faire un effort pour mériter ce qu'elle lui offrait si généreusement et si automatiquement. Progressivement, David a commencé à changer de façon. Ses réponses lui sont devenues plus courtes, ses messages moins fréquents. Quand il se voyait, il semblait moins présent. Il trouvait des excuses pour ne pas se retrouver, évoquait la fatigue, le travail, le besoin de temps pour lui. Et Lina, face à ce retrait qu'elle percevait mais ne comprenait pas, a fait ce qui lui semblait logique. Elle a cherché à lui donner encore plus d'écoute, encore plus de compréhension, encore plus de douceur. Comme si la solution était d'augmenter la dose de ce qui, sans qu'elle le sache, accélérait le problème. Il y a quelque chose dans la psychologie de l'attachement qui s'appelle l'effet de poursuite. Quand quelqu'un sent que l'autre s'éloigne, l'instinct de certaines personnes est de se rapprocher encore plus, de combler encore plus vite l'espace qui se crée. Et cet instinct produit presque toujours l'effet inverse. Plus on s'approche de quelqu'un qui s'éloigne, plus il s'éloigne, parce que la poursuite confirme quelque chose dans son inconscient, que l'autre ne peut pas se passer de lui, que l'autre a besoin de lui pour exister, et que cette dépendance, au lieu d'être rassurante, finit par peser comme une pression douce, mais constante. Ce que Lina n'avait pas encore compris, c'est que la façon dont elle aimait activer en David quelque chose qu'elle n'avait pas du tout voulu activer. Pas l'archétype de l'amante, pas celui de la femme désirable, mystérieuse, dont on veut gagner la présence. Non. Elle activait quelque chose de beaucoup plus maternel. Elle était devenue son espace de validation inconditionnelle, son contenant émotionnel, le lieu où il pouvait déposer ses angoisses sans avoir à se soucier de ce que l'autre vivait de son côté. Jung décrivait l'archétype de la mère comme une figure fondamentale de l'inconscient, porteuse d'accueil, de nourriture, de sécurité. Quelque chose que chaque être humain cherche à certains moments de sa vie. Mais il y a une règle psychologique brutale, à la fois simple et difficile à entendre. L'inconscient d'un homme sain ne confond pas la mère et l'amante. Le confort absolu, l'accueil inconditionnel, la sécurité garantie, ce sont des qualités qu'on associe à une présence maternelle. Et cette présence-là, aussi précieuse soit-elle dans certains contextes, ne génère pas le désir. Elle ne génère pas l'effort de conquête. Elle ne crée pas l'envie de mériter quelqu'un. Lorsque Lina a commencé à comprendre cela, quelque chose s'est modifié dans la façon dont elle se voyait elle-même dans cette relation. Elle n'était pas trop gentille. Elle n'était pas trop aimante. Mais sa gentillesse n'avait aucune limite. Et une chose sans limite est une chose sans forme. Une chose sans forme ne peut pas être désirée. Parce que le désir a besoin de contours, de quelque chose qui peut être atteint ou manqué, quelque chose qui a un bord. Elle a commencé à faire des choses apparemment petites, mais en réalité profondes. Elle a cessé de répondre immédiatement à ses messages quand il lui écrivait uniquement pour se défouler, sans jamais lui demander comment elle allait, elle. Elle a repris quelque chose qu'elle avait mis de côté depuis longtemps, la danse orientale, une pratique qu'elle aimait et qu'elle avait progressivement abandonnée parce que son emploi du temps s'était plié à celui de David. Elle a commencé à écrire chaque matin dans un journal, non pas pour analyser David ou comprendre ce qu'il faisait, mais pour se retrouver elle-même, pour se valider de l'intérieur avant de chercher une validation extérieure. Et quelque chose a changé dans la façon dont David la regardait et lui parlait. Pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais quelque chose. Il a recommencé à lui écrire pour savoir comment elle allait, elle, pas uniquement pour parler de ce qui se passait dans sa propre vie. Il l'a invitée à sortir, et pas seulement pour des soirées chez lui. Quand il se retrouvait, son regard sur elle avait une texture différente, quelque chose entre le désir et la curiosité, comme si quelque chose s'était réveillé en lui qu'il croyait peut-être éteint. Ce qui s'était passé n'était pas le résultat d'un changement dans les sentiments de David, c'était le résultat d'un changement dans la vibration de Lina. Parce qu'elle s'était remise à exister pour elle-même, elle avait cessé d'être un contenant émotionnel pour devenir à nouveau une présence, une femme avec une intériorité, des passions, des limites douces et claires. Et cette présence-là, avec ses contours, son mystère, sa vie propre et ce qui éveille le respect. C'est ce qui active l'envie de mériter quelqu'un. La femme qui offre sa chaleur avec des limites douces et claires est perçue, à un niveau profond et inconscient, comme un cadeau qu'on peut perdre si on ne s'en montre pas digne. Mais la femme qui donne toute sa chaleur sans distinction, sans jamais signaler qu'elle a elle aussi des besoins, une fatigue, une vie qui lui appartient, celle-là finit par être perçue comme un refuge permanent. Et un refuge permanent, aussi confortable soit-il, n'est jamais l'objet d'un désir actif. On y revient quand on en a besoin. On ne se bat pas pour y rester. Il y a quelque chose d'important à saisir ici, quelque chose que beaucoup de femmes confondent
Quand elles entendent parler de réduire leur disponibilité émotionnelle, elles imaginent qu'il faut devenir froide, distante, inaccessible, qu'il faut jouer un rôle, créer une façade, simuler une indifférence qu'elles ne ressentent pas. Et elles essaient. Elles essaient de ne pas répondre, de paraître occupées, d'afficher une désinvolture calculée. Mais ça ne tient pas, parce que ce n'est pas vrai. Et tout ce qui n'est pas vrai finit par se fissurer. Je veux te parler de Valeria, 31 ans, une femme qui était passée par là. Elle avait rencontré Carlos, un homme qui l'avait cherché avec une intensité qui lui avait donné envie de croire que cette fois, les choses seraient différentes. Des messages le matin, des appels le soir, des invitations surprises. Elle avait répondu avec tout ce qu'elle avait. Elle avait organisé sa vie autour de la sienne, changé ses horaires, annulé ses cours de pilates parce qu'il préférait qu'elle soit disponible à ce moment-là. Elle répondait à ses messages en quelques secondes, même quand elle était au travail. Elle annulait des soirées avec ses amis si Carlos signalait qu'il pourrait peut-être être libre ce soir-là. Quelques semaines ont suffi pour que tout change. Les messages de Carlos sont devenus secs et distants. Les plans se sont remplis d'excuses. Les mots tendres ont cédé la place au silence ou à l'indifférence. Valeria, brisée, a cherché des conseils. On lui a dit « Ignore-le, fais-le attendre, punis-le ». Elle a essayé, elle a tenté de devenir froide, de ne plus répondre, de se montrer détachée, et elle n'a pas pu tenir, parce que ce n'était pas elle, et cette fausse posture ne faisait qu'ajouter une couche de souffrance à ce qu'elle vivait déjà. Il y a une distinction fondamentale entre deux choses qui se ressemblent en apparence, mais qui viennent de deux endroits complètement différents. La froideur réactive, c'est l'énergie d'une femme blessée qui se protège en se fermant. La sérénité inébranlable, c'est l'énergie d'une femme ancrée qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. L'une repousse par la souffrance, l'autre attire par la solidité. Ce que Valeria avait besoin d'apprendre, ce n'était pas à ignorer Carlos, c'était à se retrouver elle-même, à comprendre que son énergie émotionnelle n'est pas une ressource illimitée qu'on peut distribuer sans considération, que cette énergie, comme un parfum rare, perd toute son intensité si on l'utilise sans ménagement, mais que si on l'applique avec une certaine élégance, avec une certaine conscience de sa propre valeur, elle laisse quelque chose dans l'inconscient de l'autre qui reste longtemps après. Il y a des gestes simples qui changent tout. Pas répondre immédiatement à un message quand on est occupé, non pas pour faire attendre l'autre, mais parce qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose qui mérite qu'on lui accorde toute son attention. Ne pas changer ses plans quand quelqu'un propose de se voir à la dernière minute, non pas pour punir, mais parce que son propre temps est précieux et mérite d'être respecté. Ne pas transformer chaque conversation en session de soutien émotionnel, où l'autre parle de ses problèmes et repart soulagé sans jamais avoir demandé comment on allait soi-même. Ces gestes ne sont pas des stratégies, ils sont l'expression naturelle d'une femme qui s'estime. Et cette estime de soi, cette façon de se traiter comme quelqu'un dont la présence a de la valeur, se perçoit. Elle se perçoit dans le ton, dans le rythme des réponses, dans la façon de remplir ses journées, dans la légèreté qu'on dégage quand on n'est plus sous la pression constante de maintenir quelque chose à tout prix. Quand Valeria a commencé à appliquer cela, pas comme des règles, mais comme une façon d'être plus honnête avec elle-même, Carlos a changé. Il a recommencé à l'écrire le premier le matin, mais plus avec un simple bonjour routinier, avec des vraies questions, une vraie curiosité sur ce qu'elle vivait. Il planifiait leurs rencontres à l'avance, comme si son inconscient avait compris que la disponibilité de Valeria n'était plus garantie et qu'il devait faire un effort pour l'avoir dans sa vie. Quand ils étaient ensemble, quelque chose dans ses yeux avait changé. Il ne la voyait plus comme quelqu'un de prévisible. Il la voyait comme quelqu'un à qui on veut donner envie de rester. La femme qui se choisit elle-même en premier, qui ne se partage qu'avec ceux qui ont montré qu'ils méritaient de ce partage, inspire quelque chose dans l'inconscient masculin qui ne peut pas s'acheter, ni se demander, ni s'expliquer. Elle inspire le respect naturellement, pas parce qu'elle a joué un jeu, parce qu'elle a simplement, profondément, arrêté d'avoir besoin d'être choisie à tout prix. Jung disait que la femme qui incarne pleinement son propre centre, qui ne cherche pas à l'extérieur ce qu'elle n'a pas encore trouvé en elle-même, rayonne quelque chose que les autres ressentent, sans pouvoir le nommer. C'est cette femme-là qui génère le respect durable. Pas par la rareté calculée, pas par la distance protectrice, par la plénitude réelle. Il y a quelque chose que les mots ne peuvent pas faire dans une relation. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter pour quelqu'un qui croit sincèrement qu'il suffit de s'expliquer, de formuler clairement ce qu'on ressent, de demander ce dont on a besoin, pour que l'autre entende et change.
Les mots fonctionnent bien pour beaucoup de choses, mais pas pour reprogrammer ce qui opère en dessous du niveau conscient. Il y a une dimension de la psychologie relationnelle qui échappe à la logique des discours et des conversations. C'est la dimension de l'énergie, de la vibration. Ces mots peuvent sembler flous au premier abord, mais ils décrivent quelque chose de très réel et de très observable. Ce que tu émets dans une relation, avant même de prononcer un mot, est déjà reçu. La façon dont tu entres dans une pièce, la texture de ta présence quand tu es avec l'autre, le regard que tu poses sur lui, est-ce un regard de manque ou un regard de plénitude? Est-ce que tes yeux cherchent quelque chose qu'il doit te donner, ou est-ce qu'ils expriment quelqu'un qui est déjà entière? L'inconscient perçoit tout cela, pas intellectuellement, viscéralement, et c'est là que se jouent, bien avant les conversations et les demandes explicites, les dynamiques les plus profondes du respect et du désir. Je veux te parler de Sophia, 37 ans, en couple depuis presque 4 ans avec Mario. Au début de leur relation, Mario était attentif, tendre, présent. Avec le temps, il avait changé. Pas de façon brutale, mais progressivement, il avait cessé de la regarder avec la même admiration. Il avait cessé d'écouter vraiment quand elle parlait. Il avait glissé dans ce que certains appellent la confiance excessive, mais qui ressemble davantage à la complaisance. Cette façon de ne plus faire d'efforts parce qu'on a intégré que l'autre sera là quoi qu'il arrive, qu'il ne faut plus se montrer sous son meilleur jour, que les petits gestes ne sont plus nécessaires. Sophia avait essayé de parler. Elle avait expliqué à de nombreuses reprises qu'elle se sentait peu valorisée. Elle lui avait demandé d'être plus attentif comme avant. Elle lui avait reproché sa froideur, parfois avec douceur, parfois avec la frustration de quelqu'un qui répète la même chose depuis trop longtemps. Et plus elle parlait, moins elle obtenait de résultats. Non pas parce que Mario était indifférent à ses mots, mais parce que les mots, dans ce contexte précis, ne parlaient pas la langue dans laquelle le problème existait. La neurobiologie le confirme. Dans les relations humaines, ce sont les signaux non-verbaux qui dominent. Ce que tu communiques par ton énergie, ton regard, ta façon d'occuper l'espace pèse infiniment plus que ce que tu formules. Et quand une femme répète à un homme qu'elle veut qu'il la valorise davantage, elle envoie souvent un signal inverse de ce qu'elle veut transmettre. Je doute de mériter ce que je demande. Et l'inconscient de l'autre le reçoit non pas comme une pensée, mais comme une sensation. Quelque chose qui dit que cette femme a besoin d'être rassurée et que cette insécurité rend la relation moins vivante. Sophia a compris, lors de nos échanges, que la solution ne passait pas par une nouvelle conversation avec Mario. Elle passait par quelque chose de plus intime, de plus personnel. Elle passait par un changement dans la façon dont elle se vivait elle-même, dans la façon dont elle entrait dans une pièce, dans la façon dont elle posait son regard sur lui, dans la façon dont elle remplissait ses journées. Elle a commencé par quelque chose d'apparemment anodin. Chaque fois qu'elle se surprenait à penser « Pourquoi n'a-t-il pas écrit ?» ou « Est-ce qu'il pense encore à moi ?» Elle prenait une respiration et ramenait son attention vers elle-même. Pas violemment, pas avec effort, doucement. Comme on redresse une plante qui penche vers la lumière d'une seule fenêtre, on la tourne un peu pour qu'elle se développe de façon équilibrée. Elle a commencé à faire des choses qui la faisaient se sentir vivante, attirante, épanouie. Pas pour Mario, pas pour lui montrer quelque chose, juste pour elle-même. Et elle n'en parlait pas. Elle ne lui disait pas « je recommence à faire du sport » ou « j'ai repris telle activité ». Elle le faisait simplement et laissait son énergie parler pour elle. Elle a appris à répondre à ses messages depuis le calme, pas depuis l'anxiété. Quand elle était occupée, elle répondait plus tard sans s'excuser. Pas avec froideur, mais avec cette légèreté naturelle de quelqu'un dont la vie est pleine et qui ne surveille pas son téléphone avec inquiétude. Petite différence en apparence, immense différence dans ce qui se transmettait. Et elle a arrêté de lui expliquer comment il devait la traiter. Chaque fois que l'envie montait de dire « je voudrais que tu… » ou « tu pourrais au moins », elle se rappelait que ces phrases venaient d'un endroit de manque, et que le manque, quand il se verbalise, ne crée pas l'envie chez l'autre de combler ce manque. Il crée, au mieux, une obligation. Et une chose faite par obligation ne ressemble jamais à une chose faite par désir. Après environ 1 mois, Mario a commencé à changer. Il lui écrivait pendant la journée pour prendre de ses nouvelles. Il la regardait différemment quand elle entrait dans une pièce. Il a recommencé à planifier des sorties, chose qu'il n'avait plus faite depuis longtemps. Un soir, au dîner, il lui a pris la main et il lui a dit « Je ne sais pas ce qui se passe en toi ces derniers temps, mais tu es si belle, si calme. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur pour toi.
C'est exactement ce que les mots n'auraient jamais pu produire. C'est le résultat de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus durable. Un homme peut ignorer tes mots pendant des semaines, mais il ne peut pas ignorer l'énergie d'une femme qui se choisit elle-même, qui ne mendie pas sa place dans sa vie, qui ne... Il y a un dernier endroit où tout ce que nous avons exploré jusqu'ici se cristallise. Un dernier type d'erreur qui est peut-être la plus subtile de toutes, parce qu'elle porte en elle quelque chose qui ressemble à de l'amour et qui se révèle, avec le temps, être quelque chose de bien différent. Fabiola avait 39 ans et était avec German depuis 6 ans. Au début de leur histoire, German était tendre, calme, présent, et peu à peu, il était devenu absent et indifférent. Non pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que Fabiola était devenue son refuge pour absolument tout. Pas son refuge pour les moments difficiles, pas son refuge pour les soirs où la vie est lourde à porter, son refuge pour tout, sans exception, sans limite, sans filtre. Quand sa journée s'était mal passée, elle était là pour absorber chaque détail sans jamais lui renvoyer que certaines façons de décharger son stress n'étaient pas acceptables. Quand ses plans avec ses amis tombaient à l'eau, elle avait toujours quelque chose de préparé pour lui sauver la soirée. Quand il manquait d'argent, elle payait sans rien dire. Quand il voulait de la compagnie à une heure impossible pour elle, elle était disponible, même épuisée, même débordée. Et German, progressivement, avait cessé de faire des efforts. Il avait cessé de planifier des sorties, des surprises. Il avait cessé de la voir comme sa partenaire, sa femme, et avait commencé à la traiter comme quelque chose de fixe dans son décor. Pas par cruauté, par habitude, par l'effet lent et sournois de l'habitude sur le désir. Fabiola l'a dit avec une précision qui saisit. « Je sens que je suis son lieu sûr, mais pas sa femme, je suis son refuge. Mais il ne me regarde plus comme avant. » Il y a une distinction fondamentale que Jung explorait dans sa conception des relations harmonieuses. La distinction entre être un refuge sacré et être un refuge garanti. Ces deux choses semblent proches. Elles sont en réalité aux antipodes l'une de l'autre. Le refuge garanti est l'endroit où on sait qu'on peut arriver dans n'importe quel état, avec n'importe quelle énergie, sans effort, sans respect, et être accueilli sans condition. C'est un lieu de stagnation, un lieu où l'autre n'a jamais à se demander s'il mérite ce qu'il reçoit. Un lieu qui, à force d'être trop ouvert, trop accessible, cesse d'être précieux et devient ordinaire. Le refuge sacré est totalement différent. C'est un endroit qui accueille avec amour, mais qui n'est pas ouvert à toute heure, sous n'importe quelle forme, sans aucune exigence de respect. C'est un endroit qui guérit et qui défie en même temps, qui apporte de la paix, mais qui demande quelque chose en échange, non pas de façon explicite, non pas avec des reproches, mais simplement parce que la femme qui l'incarne sait ce qu'elle vaut et ne le cache pas. Jung décrivait cela comme l'intégration de l'ombre et de la lumière, la capacité à accueillir avec chaleur tout en étant capable de poser ses limites avec fermeté. Pas de façon contradictoire, mais de façon complémentaire. La chaleur sans les limites est épuisante pour celle qui la donne et finit par ne plus être désirée par celui qui la reçoit. Les limites sans la chaleur sont froides et repoussent. Mais la chaleur qui a des limites, c'est quelque chose que l'inconscient reconnaît comme un espace rare, précieux, qu'on ne trouve pas facilement et qu'on ne veut pas perdre. Fabiola a commencé à changer des choses concrètes. Quand German rentrait avec une énergie lourde et venait se défouler sur elle, elle l'écoutait si elle était en état de le faire. Mais si elle était fatiguée ou avait elle-même eu une journée difficile, elle lui disait, avec douceur mais avec clarté, « Aujourd'hui, j'ai besoin de me recharger. Demain, je pourrai t'écouter avec plus de clarté et de présence. » Pas de dramatisation, pas de reproche, juste l'expression simple de ses propres limites. Elle a arrêté d'être la solution à des problèmes que German devait résoudre lui-même. Quand il avait oublié d'organiser quelque chose, elle ne courait plus pour arranger les choses à sa place. Non pas par punition, mais parce qu'elle avait compris que chaque fois qu'elle le sauvait d'une situation qu'il avait créée par négligence, elle lui retirait quelque chose de précieux, la responsabilité. Et sans responsabilité, un homme ne grandit pas dans une relation. Il reste dans l'enfance confortable de quelqu'un qui s'occupe de tout. Elle a cultivé son propre monde intérieur avec une régularité nouvelle. Elle avait repris la lecture, retrouvé ses amis, recommencé à s'intéresser à des choses qui lui appartenaient et qui ne dépendaient pas de German. Non pas pour lui montrer qu'elle avait une vie sans lui, mais parce que cette vie lui manquait depuis longtemps. Cette richesse intérieure, cet épanouissement réel, est devenu perceptible. German le sentait. Pas parce qu'elle le lui expliquait, parce que l'énergie de quelqu'un qui se nourrit lui-même est reconnaissable. Elle a une texture, une luminosité,
quelque chose qui donne envie d'en faire partie. Germain a commencé à rentrer plus tôt à la maison. Il rapportait de petites choses, une attention, un geste. Il a recommencé à planifier des sorties. Il s'est mis à s'intéresser à ses projets, à ses rêves, à ce qu'elle voulait construire. Et un soir, dans une conversation calme, il lui a dit quelque chose qui résumait tout. « Avant, je pensais que tu serais toujours là. Maintenant, je comprends que tu es un cadeau que je dois entretenir. » C'est cette phrase qui dit tout. Un homme ne respecte pas profondément ce qu'il perçoit comme acquis. Il respecte ce qu'il sait être un privilège, ce qu'il peut perdre s'il ne l'honore pas, ce qui demande un effort réel pour être maintenu. Et ce changement de perception ne vient pas d'une demande, d'un ultimatum, d'une explication. Il vient du changement. Ce qui génère le respect profond d'un homme n'est pas la stratégie ni la froideur calculée. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant à la fois. Être réellement soi-même. Avoir une vie qui te dépasse. Des passions qui t'appartiennent. Des limites qui viennent de l'estime que tu te portes, pas de la peur de souffrir. Ce que Maribel, Lina, Valéria, Sofia et Fabiola ont toutes découvert à leur façon, c'est la même vérité sous des formes différentes. Elles n'avaient pas besoin de devenir plus froides ou plus calculatrices. Elles avaient besoin de se retrouver elles-mêmes, de se rappeler qu'elles existaient en dehors de la relation, que leur présence, leur énergie, leur chaleur avaient une valeur réelle qui méritait d'être traitée avec soin, aussi bien par l'autre que par elle-même. Réduire sa disponibilité émotionnelle n'est pas une technique relationnelle, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est décider que son énergie ne sera plus distribuée sans condition. C'est choisir de ne partager son monde qu'avec ceux qui prennent soin de ce qu'ils reçoivent. Et quand une femme fait ce choix sincèrement, quelque chose de remarquable se produit. Sa relation avec elle-même change en premier. Elle commence à se voir comme quelqu'un dont la présence a de la valeur. Et cette façon de se voir est le fondement de tout le reste. Un homme peut rester insensible à tes mots pendant longtemps, mais il ne peut pas rester indifférent à l'énergie d'une femme qui n'a pas besoin de lui pour être entière, qui le choisit depuis l'abondance et non depuis la peur. C'est cela, la présence sélective. C'est cela, le refuge sacré. La femme que l'inconscient masculin reconnaît et respecte sans pouvoir l'expliquer, parce qu'elle incarne quelque chose de devenu rare. Une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui le choisit, qui est assez ancrée pour aimer sans se perdre. Ce que tu explores là t'appartient entièrement. C'est une façon d'être en relation avec toi-même d'abord. Tout le reste en découle.